Vous savez, à 72 ans, je croyais tout savoir sur mon cœur. Mais la vie m'attendait avec une autre belle leçon, une leçon sur le lâcher-prise, la force dans l'inattendu et la découverte que le plus beau chapitre peut commencer juste au moment où l'on croit le livre clos. C'était un mardi soir, peu après 18 heures. Les lampadaires clignotaient, projetant de longues ombres ondulantes sur notre rue tranquille de banlieue, d'une manière souvent réconfortante. Mais ce soir-là, le réconfort était un peu plus étrange. Je me souviens du froid dans l'air, une morsure vive qui annonçait l'hiver à venir, même si l'automne était encore précoce. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Mon fils, Marc, se tenait près de la cheminée, me tournant le dos, jouant avec une figurine en porcelaine que j'avais rapportée d'un voyage en Provence des années auparavant. Ma fille, Sophie, était assise à la table de la cuisine, la tête baissée, traçant des motifs sur le bois poli du doigt. Aucun d'eux ne me regardait. Je venais de finir de mettre la table pour le dîner. Un coq au vin, le plat préféré de Marc. J'avais passé l'après-midi à le mijoter, le riche arôme emplissant la maison d'une chaleur qui semblait maintenant complètement, brutalement trompeuse. Maman, commença Marc d'une voix monocorde, dénuée de sa cadence habituelle. Il ne se retourna toujours pas. Il faut qu'on parle. Mon estomac se serra. Cette phrase. Elle annonçait toujours une tempête, même si le ciel semblait dégagé. Je jetai un coup d'œil à Sophie, espérant un regard rassurant, un soupir partagé. Rien. Elle garda le regard fixé sur la table, telle une sentinelle silencieuse. Qu'y a-t-il, mes chéris? Demandai-je en essayant de garder une voix légère, même si un tremblement était déjà perceptible. Ma main se porta vers le petit médaillon en argent que je portais toujours, un cadeau de feu mon mari, Louis. C'était une habitude nerveuse, une quête d'ancrage. Marc se retourna enfin. Son visage était indéchiffrable, un masque de calme forcé. Nous avons décidé, Sophie et moi, qu'il est temps pour vous de déménager. Les mots flottaient dans l'air, lourds et suffocants, comme une épaisse couverture humide jetée sur ma tête. Déménager? De chez moi? De la maison que Louis et moi avions construite, brique par brique, souvenir par souvenir, pendant 40 ans? La maison où Marc avait fait ses premiers pas, où Sophie avait appris à faire du vélo dans le jardin, où nous avions fêté d'innombrables Noëls, anniversaires, fêtes? J'avais dû avoir l'air perplexe, peut-être même un peu amusé, comme s'il se livrait à une farce élaborée et cruelle. Déménager, répétai-je d'une voix à peine murmurée. Où irais-je? On a tout arrangé, dit finalement Sophie d'une voix fluette. Elle ne leva toujours pas la tête. Tes affaires sont prêtes. Ton manteau et tes papiers sont sur la chaise de l'entrée. Ta valise est près de la porte. Je regardai. Et elle était là. Une valise grise, celle que j'utilisais pour les petits voyages, montait la garde devant la porte d'entrée. Mon manteau d'hiver pratique était posé sur le dossier de la chaise ancienne de l'entrée, à côté d'une pile de papiers bien rangés. Ma carte d'identité, ma carte d'assurance maladie, quelques factures de service public. Tout était là, disposé avec une précision effrayante, comme si j'étais une invitée qui avait abusé de son droit de visite, plutôt que la matriarche de la maison. C'est alors que j'ai compris. Il n'y avait pas eu de dispute. Pas d'explosion. Pas de dispute qui m'aurait donné une chance de comprendre, de me défendre, de plaider. Juste une décision froide et calculée. Une expulsion silencieuse, clinique. Mais, pourquoi? Ai-je demandé, la voix brisée, les larmes aux yeux. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce une question d'argent? Je connaissais leurs difficultés financières, j'avais souvent proposé mon aide. Marc a finalement croisé mon regard, ses yeux dépourvus de la chaleur que je connaissais depuis qu'il était bébé. C'est juste, le temps, maman. On a besoin d'espace. La maison est trop petite. On a besoin d'intimité. D'intimité? Répétai-je, le mot ayant un goût de cendre dans la bouche. Je suis ta mère. J'ai vécu ici toute ma vie d'adulte. Sophie releva enfin la tête, les yeux rouges. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Tout est prêt. Tout était prêt. Que je parte. Que je sois effacée de la vie que j'avais connue. Je marchai vers le hall, les jambes lourdes comme du plomb.
Mes doigts effleurèrent le tissu familier de mon manteau. La valise. Elle semblait incroyablement légère, comme si elle ne contenait rien de ma vie, rien de mon essence. Je les regardais, mes enfants, les deux êtres que j'avais aimés plus que la vie elle-même, pour lesquels j'avais sacrifié rêves, ambitions et d'innombrables heures. Et ils se tenaient là, silencieux, déterminés, attendant que je parte. Il n'y eut pas de câlin d'adieu, pas de dernière étreinte. Juste le clic du verrou derrière moi lorsque la porte se referma, m'excluant du foyer que j'avais nourri, de la vie que j'avais construite. 60 ans. Et j'étais sans abri. L'air frais du soir me mordait le visage alors que je marchais sur le trottoir. Les lampadaires, qui m'avaient auparavant semblé réconfortants, me semblaient maintenant comme des yeux froids et indifférents observant mon refuge solitaire. Le poids de la petite valise grise dans ma main n'était rien comparé à l'écrasant poids dans ma poitrine. Où va-t-on quand ses propres enfants nous rejettent? Quand le seul foyer que l'on a connu pendant des décennies devient une forteresse contre soi? La question résonnait dans mon esprit, un refrain désolé et moqueur. Je marchais. Je ne savais pas où, juste loin. Loin de la maison silencieuse, loin de la vie qui venait d'être brisée. Le quartier familier, autrefois un tapis de visages amicaux et de moments partagés, me semblait maintenant étranger, hostile. Chaque maison que je croisais, chaque lueur chaude d'une fenêtre, me semblait une insulte cruelle. Je resserrais mon manteau, mais cela ne m'apportait guère de réconfort contre le froid intérieur. Mon esprit s'emballait, des pensées décousues se bousculaient. Louis. Comme il aurait été enragé, comme il m'aurait protégé. Mais Louis était parti, et j'étais seul. Je n'avais aucun plan, pas plus d'argent que quelques euros dans mon porte-monnaie, et certainement nulle part où aller. Mes amis, mon cercle très restreint, étaient soit absents, soit ne comprenaient pas, ne pouvaient pas comprendre cette trahison. La honte me rongeait les entrailles, brûlante et amère. Comment en parler à qui que ce soit? Comment admettre que mes propres enfants avaient fait ça? Les heures passèrent. Le ciel s'assombrit encore, et les premières gouttes de pluie éparse commencèrent à tomber. Je me retrouvai sous le maigre abri d'un arrêt de bus, tremblante, le froid me pénétrant jusqu'aux os. Le désespoir, un épais brouillard suffocant, commença à s'installer. Puis, une lueur. Un nom, murmuré par mon subconscient, comme un faible écho d'un passé lointain. Sonia. Sonia. Une vieille connaissance de mon cours de peinture, il y a des années. Une femme au sourire bienveillant et aux yeux emplis d'une compréhension sereine. Nous ne nous étions pas parlé depuis des lustres, mais je me souvenais de sa chaleur, de sa douceur. C'était une pensée désespérée, irrationnelle, mais c'était tout ce que j'avais. Je fouillai dans la poche de mon manteau à la recherche de mon vieux portable cabossé. L'écran s'alluma. Je parcourus les quelques contacts que j'avais, les doigts tremblants. Là. Sonia Dubois. Mon cœur battait fort tandis que je composais le numéro, la sonnerie résonnant dans le vide de la nuit. Et si elle ne se souvenait pas de moi? Et si elle dormait? Et si elle disait simplement non? Une voix ensommeillée répondit à la troisième sonnerie. Allô? Sonia? Ma voix était rauque, à peine audible. C'est René. Du cours de peinture. Je suis vraiment désolé d'appeler si tard, mais je ne sais pas où aller. Il y eut un silence, un moment d'incertitude qui me sembla une éternité. Puis, sa voix, claire et bienveillante. René? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Je racontai, dans un murmure fragmenté et larmoyant, ce qui s'était passé. Je n'ai pas enjolivé, je n'ai pas dramatisé. Juste les faits bruts et douloureux. Le silence à l'autre bout du fil était empli d'une empathie discrète dont j'avais désespérément besoin. René, dit-elle d'une voix ferme, écoute-moi. Ne bouge pas. Dis-moi où tu es. Je viens te chercher. Et elle le fit. 20 minutes plus tard, une petite voiture familière s'arrêta à l'arrêt de bus. Sonia, le visage marqué par l'inquiétude, en sortit et se précipita vers moi. Elle ne posa pas de questions, ne me débita pas de platitudes. Elle me serra simplement dans ses bras, chaleureusement et réconfortante, et je sentis quelque chose se fissurer en moi, le barrage de mon sang-froid enfin rompu. Elle me conduisit à son petit appartement, un espace douillet rempli de livres et d'œuvres d'art, un peu comme les tableaux qu'elle avait peints.
Elle me prépara un verre de lait chaud, y ajouta une touche de miel et le glissa dans mes mains tremblantes. « Bois ça, René, dit-elle doucement. Tu es en sécurité maintenant. » En sécurité. Ce mot résonnait à mes oreilles, un concept étranger, à la fois miraculeux et profondément fragile. Je bus le lait, sa chaleur me parcourant, repoussant le froid qui s'était installé au plus profond de mon âme. Mais malgré la gentillesse de Sonia, la honte persistait. La peur d'être un fardeau. Je ne pouvais pas rester indéfiniment. Il me fallait trouver un moyen de me remettre sur pied. Il me fallait reconstruire, même si je ne savais même pas par où commencer. Le lendemain matin, après une nuit agitée chez Sonia, je savais que je ne pouvais pas imposer indéfiniment sa générosité. La honte de ma situation, l'humiliation pure et simple, me rongeait. Sonia, toujours intuitive, avait dû sentir mon malaise. Au cours d'un petit déjeuner tranquille composé d'un café serré et de croissants frais, elle m'a gentiment suggéré une voie à suivre. « René, commença-t-elle, sa main chaleureusement posée sur la mienne, il existe des lieux, des ressources, pour les femmes dans ta situation. Ils peuvent t'aider à trouver ton équilibre, à comprendre tes droits. Il y a un merveilleux refuge pour femmes non loin d'ici. C'est un lieu de soutien, pas de jugement. » Ma première réaction fut un recul. Un refuge? Ce mot évoquait le désespoir total. Mais le regard de Sonia n'exprimait aucune pitié, seulement de la compréhension. Elle en parlait comme d'un refuge, d'un tremplin, pas d'une fin. J'ai accepté en inspirant profondément. Elle m'y a conduite elle-même, sa présence témoignant silencieusement de son soutien indéfectible. Le bâtiment était sans prétention, une façade de briques rouges surplombant une rue calme, se fondant dans l'architecture parisienne. À l'intérieur, c'était étonnamment propre, bien éclairé, surtout, chaleureux. Une femme bienveillante, Isabelle, au sourire doux et au regard fatigué mais compatissant, nous a accueillis. J'ai raconté mon histoire à nouveau, les traits encore vifs me piquant, mais cette fois, avec un sens profond. Isabelle m'a écouté sans m'interrompre, le regard fixe, l'empathie palpable. « Tu n'es pas seule, René, » a-t-elle dit doucement lorsque j'ai terminé. Beaucoup de femmes franchissent ces portes, effacées par ceux qu'elles aimaient, tout comme toi. C'est un lieu de guérison, de reconstruction. C'est ainsi que j'ai commencé mon lent et douloureux voyage. Ma chambre était petite, dépouillée, avec un lit simple et une petite commode. C'était loin du confort familier de ma propre maison, mais c'était le mien, pour l'instant. Il m'offrait une solitude paisible, un espace où je pouvais enfin commencer à prendre conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé. Le refuge était une tapisserie d'histoire, chaque fil tissé de pertes, de résilience et d'une détermination sans faille. Il y avait Marie, une femme d'une 60aine d'années, dont la maigre pension avait été siphonnée par son petit-fils jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Il y avait Simone, fuyant des années de violence psychologique de la part d'un mari qui avait déformé son estime d'elle-même jusqu'à la faire se croire inutile. Et puis il y avait Fatima, une femme dynamique d'une 60aine d'années qui avait tout perdu dans un incendie soudain et n'avait aucun recours. Nous étions différentes, et pourtant remarquablement semblables. Nous étions des femmes qui, à l'automne de nos vies, nous nous sommes retrouvées à la dérive, abandonnées, souvent par ceux que nous avions nourris. Dans la salle à manger commune, autour de repas simples, nous avons commencé à discuter, timidement d'abord, puis avec une ouverture croissante. Nous avons partagé nos peurs, nos humiliations et, étonnamment, nos petits moments d'espoir. Un profond sentiment de sororité a commencé à éclore entre ces murs. Nous nous sommes écoutés, sincèrement, sans jugement ni interruption. Nous nous sommes offertes du réconfort, une main serrée, un regard entendu. Nous avons pleuré ensemble, et lentement, timidement, nous avons recommencé à rire. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance, une validation silencieuse. Je n'étais pas seule dans cette situation humiliante. Ces femmes, ces compagnes inattendues, comprenaient. Elles me rappelaient que ma valeur ne dépendait pas d'une maison, ni de l'approbation de mes enfants, mais de la personne que j'étais, de la vie que j'avais vécue et de la force que je possédais encore. Au refuge, au milieu de la force tranquille de ces femmes, j'ai commencé à retrouver ma dignité. Ce fut un processus lent, comme regarder une fleur s'épanouir après un long hiver,
Mais cela arrivait. Et à chaque histoire partagée, à chaque moment de connexion, je me sentais un peu plus comme Renée, non seulement une femme rejetée, mais une femme qui retrouvait son chemin vers elle-même. La vie au refuge, bien que réconfortante, me rappelait constamment ma situation précaire. Mon besoin d'indépendance, de trouver un but au-delà de la simple survie, grandissait de jour en jour. J'ai participé aux ateliers proposés, me renseignant sur l'aide juridique, la planification financière et la résilience émotionnelle. Mais ce dont j'avais vraiment envie, c'était de gagner ma vie, de ressentir la preuve tangible de mon autonomie. Un après-midi, alors que j'aidais Isabelle à ranger la petite bibliothèque du refuge, une voix familière s'est fait entendre à l'accueil. « Isabelle, je suis là pour ma visite hebdomadaire. » J'ai levé la tête. Cette voix. Elle avait une cadence, une chaleur, qui a réveillé un recoin lointain de ma mémoire. J'ai regardé autour de la bibliothèque, le souffle coupé. Debout, discutant tranquillement avec Isabelle, se tenait un homme au regard bienveillant et aux tempes légèrement grises. Il était plus grand que dans mon souvenir, un peu plus buriné par le temps, mais son sourire, ce sourire doux, presque timide, était inimitable. « Antoine » murmurai-je, le nom s'échappant de mes lèvres avant que je puisse le retenir. Il se retourna, le regard scrutateur, puis s'écarquillant de surprise. « Renée, c'est vraiment toi ?» C'était Antoine Dubois, le meilleur ami d'enfance de Louis, et un ami cher dans notre jeunesse. Nous avions perdu contact après le décès de Louis, nous étions éloignés l'un de l'autre, comme la vie nous pousse souvent à prendre des directions opposées. Il s'était reconverti dans le social, je me souvenais, toujours attiré par l'entraide. Il traversa la pièce en quelques enjambées rapides, le visage illuminé par un mélange de stupeur et de chaleur sincère. « Renée, mon Dieu! Que fais-tu ici ?» Sa voix était dépourvue de jugement, seulement de l'inquiétude. Alors qu'Isabelle s'éloignait discrètement, Antoine écoutait attentivement tandis que je racontais la version condensée de mon histoire, la douleur brute toujours présente mais désormais tempérée par une résilience croissante. Il ne m'a pas interrompu, sa main effleurant mon bras de temps en temps, un geste rassurant. Quand j'ai eu fini, il a soupiré d'un ton profond et compatissant. « Je suis vraiment désolé, Renée. Vraiment. Mais je suis là maintenant. Et je peux aider. » Et il l'a fait. Antoine, avec son calme et son vaste réseau dans les services sociaux, est devenu un point d'ancrage inattendu. Il m'a aidé à traverser le dédale bureaucratique des demandes d'aide, m'expliquant patiemment chaque étape. Mais plus que cela, il m'a écouté. Il a validé mes sentiments, reconnu ma douleur et, lentement, et progressivement, m'a aidé à envisager un avenir au-delà du refuge. « Que veux-tu faire, Renée ?» m'a-t-il demandé un jour, alors que nous étions assis dans un café tranquille, à siroter un café. « Qu'est-ce qui te ferait te sentir entière à nouveau ?» J'y ai réfléchi. Le désir d'indépendance, de sens. Je veux travailler, Antoine. J'ai besoin de gagner mon propre argent. Je veux voler de mes propres ailes. Il a hoché la tête, l'air pensif. Avez-vous de l'expérience? Que faisiez-vous avant? J'avais été femme au foyer pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, élevant Marc et Sophie, soutenant la carrière de Louis. Mais j'avais toujours été méticuleuse, organisée et soucieuse du détail. Je suis une bonne femme de ménage, Antoine. J'ai toujours mis un point d'honneur à garder notre maison, la mienne impeccable. Il sourit, d'un sourire sincère et encourageant. Je connais un petit hôtel, près du Marais. C'est une entreprise familiale, plutôt charmante. Il recherche une personne de confiance, avec un excellent sens du détail, pour quelques heures chaque matin. Seriez-vous intéressé? Un travail de ménage. Pour certains, cela peut sembler un échec. Mais pour moi, c'était une bouée de sauvetage. C'était une chance de gagner ma vie, de contribuer, de me sentir à nouveau utile. Oui, Antoine, dis-je d'une voix émue. Oui, absolument. L'entretien était simple. La propriétaire de l'hôtel, une gentille femme nommée Madame Dubois, aucun lien de parenté avec Antoine, semblait voir au-delà de mon âge et de la gêne initiale de ma situation. Elle a vu, je crois, la détermination silencieuse dans mes yeux, la promesse tacite de fiabilité. Une semaine plus tard, je me suis lancé.
Les premiers matins ont été un choc, mais le rythme du ménage, la satisfaction de transformer une pièce en désordre en un sanctuaire immaculé, m'ont apporté une étonnante sensation de paix. Gagner mon propre argent, même modeste, était un acte de profonde libération. Chaque euro que je tenais dans ma main témoignait de ma résilience, d'une rébellion silencieuse contre le silence qui avait tenté de m'effacer. Ce n'était pas une carrière grandiose, ni un nouveau but fulgurant. Mais c'était mon but. Et avec chaque surface polie, chaque lit fraîchement fait, je ne faisais pas que nettoyer des chambres. Je nettoyais lentement, méticuleusement, les couches de honte et de désespoir qui m'avaient enseveli. Je reconstruisais non seulement une vie, mais une estime de moi. Gagner mon propre argent, même juste assez pour les petites nécessités, a profondément transformé ma vision des choses. C'était plus que de l'indépendance financière, c'était une libération psychologique. Chaque semaine, en comptant mes modestes revenus, je ressentais un élan de triomphe tranquille. Je n'étais plus dépendante, plus redevable. Je gagnais ma vie, je volais de mes propres ailes. Avec l'aide constante d'Antoine et le soutien d'Isabelle au refuge, je me suis mise en quête d'un endroit à moi. Mes attentes étaient modestes. Je n'avais pas besoin de luxe, seulement d'un endroit qui m'appartienne vraiment, où je pourrais fermer la porte et me sentir en sécurité, sans être jugée. Cela a pris du temps, mais j'ai fini par le trouver. Une petite chambre dans un immeuble calme, non loin de l'hôtel où je travaillais. Elle était au 5e étage, sans ascenseur, mais la montée me semblait à chaque fois une petite victoire. La chambre elle-même était compacte, avec juste assez de place pour un lit simple, une petite table et un fauteuil usé. La fenêtre donnait sur une charmante rue pavée, et de là, je pouvais apercevoir la tour Eiffel au loin, telle une aiguille d'argent se détachant sur le ciel parisien. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas la maison que Louis et moi avions construite. Mais c'était le mien. Dès que j'ai déverrouillé la porte pour la première fois, une vague de profond soulagement m'a submergé. C'étaient mes 4 murs, mon sanctuaire, un endroit où je pouvais respirer librement, où personne ne pourrait plus jamais me dire que je n'étais pas la bienvenue. J'ai acheté quelques objets simples pour me l'approprier, une bouilloire robuste pour mon café du matin, une petite plante pour le rebord de la fenêtre et un plaid doux à motif pour le fauteuil. Chaque ajout, aussi infime soit-il, me semblait important, une pierre à l'édifice de ma nouvelle vie. La vie s'est installée. Mes matinées étaient consacrées au ménage à l'hôtel, le travail physique une distraction bienvenue, la routine un réconfort. L'après-midi, je me promenais dans les charmantes rues de Paris, redécouvrant des coins que je n'avais pas visités depuis des années, ou simplement assis dans un café, à regarder le monde passer. Et le soir, quelque chose de vraiment remarquable commençait à se produire. Le petit chevalet portable que j'avais toujours gardé, caché dans un coin de la pièce du refuge, trouvait sa place définitive près de ma fenêtre. Mes peintures, autrefois rangées dans un garde-meuble avec d'autres vestiges oubliés de ma vie passée, ont été retrouvées grâce aux demandes insistantes d'Antoine. J'ai recommencé à peindre. Ni pour exposer, ni pour vendre, mais pour moi-même. Mes coups de pinceau étaient hésitants au début, puis ont gagné en assurance. J'ai peint la beauté tranquille des toits parisiens, les couleurs vibrantes du marché, les expressions douces des visages d'inconnus. C'était une forme de méditation, une façon de gérer mes émotions, de transformer la douleur en beauté. Un jour, Madame Dubois, la propriétaire de l'hôtel, a remarqué mes petits tableaux appuyés contre le mur de ma chambre. Elle a souri. « René, ils sont magnifiques. Il faut les montrer. » J'ai hésité, timide et gênée. Mais elle a insisté, m'offrant un petit mur inutilisé dans l'agréable salle de petit-déjeuner de l'hôtel. Juste pour quelques jours, a-t-elle dit, pour égayer l'espace. J'ai acquiescé, nerveusement. Et à ma grande surprise, les clients l'ont remarqué. Ils ont complimenté l'œuvre, posé des questions sur l'artiste. Quelques-unes ont même demandé à acheter une œuvre. C'était une petite confirmation, une douce ondulation dans le calme de ma nouvelle vie, mais cela signifiait beaucoup. La nouvelle s'est répandue, lentement mais sûrement. Une petite galeriste, amie de Madame Dubois, a vu mon travail et m'a proposé une petite exposition informelle. Ce n'était pas un vernissage, juste une présentation discrète de mes toiles. Mais c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Soudain,
Je n'étais plus seulement une femme de ménage, j'étais une artiste. J'étais Renée, la femme qui avait retrouvé sa voix, qui avait trouvé sa toile. Et en partageant mon histoire, dans de petits cercles de parole au refuge et dans les centres communautaires, en écoutant d'autres femmes, en les réconfortant, en leur rappelant qu'elles n'étaient pas seules, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ma vie n'était pas terminée. C'était simplement un nouveau chapitre, peint de couleurs que j'ignorais posséder. Et dans la solitude silencieuse de mes 4 murs, j'ai trouvé non seulement la paix, mais une joie vibrante et durable. Les années s'écoulèrent, chacune ajoutant de nouvelles facettes à ma vie, comme les riches patines d'un vieux tableau. Mon petit appartement devint un havre de paix, empli des effluves de térébenthine et de café fort. Mon art s'épanouissait, non pas dans de grandes galeries, mais dans de petites expositions intimes qui me permettaient de tisser des liens plus profonds avec les gens. Je continuai mon travail à l'hôtel, chérissant la routine et la camaraderie tranquille avec Madame Dubois. Et ma connexion avec Antoine se transforma en une présence inébranlable et réconfortante, un cheminement partagé de camaraderie et de compréhension sereine. Puis, par un après-midi d'automne frais, alors que les feuilles doraient au jardin des plantes, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. « Maman ?» Marc. Sa voix, hésitante, presque un murmure, était immédiatement reconnaissable. Mon cœur fit un étrange bond, un mélange de vieilles blessures et d'une lueur nouvelle, de la curiosité, peut-être. « Bonjour, Marc, dis-je d'une voix neutre, mesurée. Il y eut un long silence de son côté, ponctué d'un souffle tremblant. « Maman, je sais que c'est inattendu. Je voulais juste savoir comment tu vas. J'ai entendu parler de tes tableaux. » Un petit sourire ironique effleura mes lèvres. Mes tableaux. La vie même qu'il avait tenté d'effacer semblait maintenant être le pont qu'il tentait de franchir. « Je vais bien, Marc, répondis-je d'une voix ferme. Et oui, je peins. Il bredouilla des excuses, maladroite et pleine de vagues regrets. J'étais si jeune, maman. Si bête. Je ne comprenais pas. Je ne réalisais pas la pression de Caroline. Je suis tellement désolée. Caroline, sa femme, l'architecte silencieuse de mon expulsion. J'écoutais, mon esprit était un kaléidoscope de souvenirs, la porte froide, la valise pleine, le sentiment écrasant d'abandon. Mais étrangement, les bords tranchants de la douleur étaient émoussés. Ils étaient toujours là, une cicatrice, mais plus une blessure à vif. « Je t'entends, Marc, dis-je, sans lui offrir l'absolution immédiate, mais en prenant acte de ses paroles. C'était une période difficile. Pour nous tous. Il demanda si nous pouvions nous rencontrer, pour parler franchement, pour nous expliquer. Je marquai une pause. L'ancienne Renée aurait sauté sur l'occasion, avide de réconciliation, pour la famille qu'elle avait perdue. Mais la nouvelle Renée, celle qui avait reconstruit sa vie de ses cendres, connaissait sa valeur. Peut-être, avec le temps, Marc, dis-je doucement. Pour l'instant, je suis occupé. Mais merci de ton appel. Je raccrochai, ressentant un étrange mélange d'émotions. Il n'y avait ni colère, ni ressentiment, juste un sentiment discret de contrôle. Je n'étais plus une victime. J'étais Renée, et je déciderais des termes de ma propre vie. Quelques semaines plus tard, Sophie appela. Sa voix était encore plus fragile que celle de Marc, emplie d'un remords brut et indéniable. « Maman, tu me manques. Je pense à cette nuit-là tous les jours. J'aurais dû te défendre. J'ai été une lâche. » Ces mots ont trouvé un autre écho. Sophie avait toujours été plus sensible, plus influençable. C'était une situation difficile, Sophie, ai-je reconnu. Tu étais tiraillée entre 2 loyautés. Elle pleurait doucement au téléphone, s'excusant encore et encore. « Je peux te voir, maman, s'il te plaît ?» J'ai senti une lueur de mon vieil instinct maternel, le besoin de réconforter, de pardonner immédiatement. Mais je me suis retenue. J'avais appris, péniblement, à privilégier ma propre paix. « Sophie, ai-je dit, j'ai besoin de plus de temps. J'ai construit une nouvelle vie, et elle est paisible. Je dois préserver cette paix. Mais sache que je vais bien. Et j'espère qu'avec le temps, nous trouverons un moyen de nous connecter, dans de nouvelles conditions. »
Je n'ai pas complètement fermé la porte, mais je ne l'ai pas non plus ouverte en grand. Le pardon n'a pas été immédiat. C'était un processus, un adoucissement progressif, pas un effacement soudain des blessures passées. Je m'estimais trop maintenant pour revenir à ce qui m'avait brisé. Mon chemin m'appartenait, et c'était un chemin que j'ai parcouru aux côtés d'Antoine, non pas par sauvetage, mais dans la paix et le respect mutuel. Les années ont passé. Ma vie est devenue une tapisserie tissée de petits rituels, le café du matin près de la fenêtre, le doux bruissement de mon pinceau sur la toile, les rires avec Antoine autour d'un dîner simple, la joie tranquille d'aider d'autres femmes à trouver leur voie. Il n'y a pas eu de grande victoire, pas de réconciliation spectaculaire avec mes enfants qui ont restauré le passé. Au lieu de cela, il y avait un profond sentiment de résilience silencieuse, une paix profonde qui transcendait les circonstances extérieures. J'ai appris que le succès ne consistait pas à reconquérir ce qui était perdu. Il s'agissait de trouver la paix dans le présent, de construire une vie si riche de sens et de liens que le passé n'avait plus le pouvoir de me définir. J'avais été abandonné comme un objet brisé, mais je m'étais reconstruit, pièce par pièce, pour devenir la preuve vivante que la dignité et la joie peuvent être trouvées, même dans les nuits les plus sombres. Et dans cette force silencieuse et durable, j'ai trouvé ma victoire la plus authentique et la plus profonde. La vie a une drôle de façon de vous surprendre, n'est-ce pas? Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, juste au moment où vous croyez que votre histoire est terminée, un nouveau chapitre commence, peint de couleurs inimaginables. Mon parcours m'a appris que la sagesse ne se limite pas à ce que l'on sait, mais à la façon dont on s'adapte, dont on guérit et dont on trouve le courage de recommencer. Il s'agit de comprendre que chaque fin n'est qu'un nouveau départ déguisé et que les expériences les plus riches surviennent souvent au moment où on s'y attend le moins. Alors, je vous invite à réfléchir. Quelle découverte inattendue vous attend? Quel nouveau chapitre est peut-être proche, prêt à s'ouvrir? Peut-être s'agit-il d'une passion oubliée, d'une nouvelle connexion ou simplement d'une compréhension plus profonde de votre incroyable résilience. Votre histoire, comme la mienne, est encore en cours d'écriture. Et n'est-ce pas une belle pensée?